Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du vendredi 14 février 2025. Dans les actualités de ce jour, le président Andry Rajoelina s'est envolé de Dubaï pour Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie, aujourd'hui pour assister au sommet de l'Union africaine. Ce séjour du président malagasy en terre éthiopienne revêt d'une importance particulière car c'est durant ce sommet qui se tiendra à partir de demain jusqu'à dimanche qu'aura lieu l'élection du président de la Commission de l'Union africaine. Madagascar a un candidat à ce poste, un candidat qui a le plein soutien de la SADC. Jessica Ranjanirine et Andora Zajaibe nous en disent plus. Comme chaque année, Addis Abeba accueille la conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Union africaine. Cette année est la 38e édition. Le président Andry Rajoelina y est arrivé aujourd'hui après avoir participé au WGS 2025 à Dubaï. Cette édition revêt d'une importance particulière pour Madagascar, qui est l'un des pays fondateurs de l'Union africaine. En effet, pour cette année 2025, Madagascar présente pour la première fois un candidat à la présidence de la Commission de l'Union africaine, dont l'élection aura lieu lors de cette édition à Addis Abeba. En fin de semaine sera connu qui succédera à Moussa Faki Mahamat, qui ne peut plus être élu pour un troisième mandat. 3 candidats sont en lice, à savoir Raila Odinga, 80 ans, politicien, un Kenyan qui est le doyen des candidats. Mahmoud Ali Youssouf, un diplomate djiboutien de 59 ans. Et Richard Rajamandjant, candidat de Madagascar, 55 ans. Le candidat malagasy bénéficie de nombreux soutiens, notamment celui de la SADC, qui a appelé les pays de la partie sud de l'Afrique de soutenir Madagascar. Il y a aussi le soutien des pays de la francophonie. La conférence s'ouvrira officiellement demain à 10 h sous le thème « Justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine par le biais des réparations ». Néanmoins, ce qui retiendra l'attention de tous et qui sera suivi par des millions de Malagasy, c'est l'élection qui pourrait permettre l'ascension de Madagascar au plus haut poste au sein de l'Union africaine. Dans les actualités locales, Fernand Sello ne fait pas partie de la grande famille des journalistes selon la lettre envoyée par la sénatrice de Madagascar, la latine Rakotonjaza à RSF aux Reporters sans frontières. Il ne possède de carte professionnelle de journaliste et ne travaille pas dans une entreprise de presse selon cette missive. RSF doit faire la différence entre un délit de presse et un délit de droit commun, souligne la latine Rakotonjaza. C'est Sylvain nous en dit plus. Reporters sans frontières a fait une déclaration il y a quelques jours selon laquelle Fernand Sello, un journaliste, selon RSF, serait détenu illégalement. La sénatrice de Madagascar et ancienne ministre de la Communication et de la Culture, Latine Rakotonjaza, a répondu à cette déclaration à travers une lettre qu'elle a envoyée directement au bureau du RSF. Elle a souligné clairement que Fernand Sello n'est plus un journaliste en exercice et qu'il ne répond plus aux critères de journaliste selon la loi à Madagascar. En effet, il ne possède pas de carte professionnelle de journaliste délivrée par l'Ordre des journalistes ou OJM. Il ne travaille pas non plus au sein d'une entreprise de presse légale. Par ailleurs, les diverses déclarations sur son compte Facebook ne signifient pas qu'il fait du journalisme, selon l'article 174 bis de la loi 2020-006. Par ailleurs, les affaires qui impliquent Fernand Sello ne relèvent pas du journalisme, mais sont des délits de droit commun. En effet, il s'agit de faux et usage de faux, de vol de chèques, d'extorsion et bien d'autres. Le tribunal d'Ius l'a déjà condamné en 2017 de 2 ans de prison ferme assorti d'une amende. S'ajoute à cela un mandat d'arrêt délivré par la justice en octobre 2023. Le titre de journaliste ne devrait pas être utilisé à des fins personnelles, notamment pour fuir la justice et pour éviter des peines pénales. La sénatrice de Madagascar appelle les associations internationales à respecter la loi sur le journalisme. Les déclarations de RSF faisant l'amalgame entre les journalistes professionnels et les utilisateurs des réseaux sociaux est inacceptable, selon toujours la latine Rakotonjaza. Dans la page faits divers, le service de recherche criminelle au sein de la gendarmerie nationale a appréhendé 9 personnes impliquées dans des tentatives d'exportation de drogue dure, notamment de la cocaïne à Maurice. Ils avaient l'intention de prendre un bateau venant du Pakistan, mais leur vedette serait tombée en panne, les obligeant à revenir à Tolagnar pour repartir vers Antananarivo. Après un piège mis en place par les forces de l'ordre, ils ont été appréhendés dans un hôtel avec en leur possession 16,450 kg de cocaïne ainsi que des armes. Le cerveau de cette opération est recherché à Maurice actuellement. Mervolas Feren et Bras Denilson nous en dit plus.
C'est grâce à une information venant des personnes de bonne volonté que la cellule en charge de la lutte antidrogue au sein du service de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale a ouvert une enquête selon les explications. Selon les informations, ces drogues dures proviennent du Pakistan et ont été prises en charge par 3 Malagasy et un ressortissant mauricien en haute mer. Néanmoins, leur vedette est tombée en panne, les obligeant à revenir à Tolagnard. Ils ont ensuite fait cap vers Antananarivo avec les produits. Grâce à un piège mis en place par les forces de l'ordre, 9 personnes, dont 3 Mauriciens, ont été appréhendées. Des armes et de la cocaïne pesant 16,450 kg ont été également saisies. Selon les informations, ces drogues dures devaient être envoyées à Maurice. Outre les 9 personnes arrêtées, un autre ressortissant mauricien qui serait le cerveau de cette affaire de drogue dure est encore recherché à Maurice. Des personnes qui ont tenté de soudoyer les forces de l'ordre pour la libération de ces prévenus ont été également arrêtées. L'affaire a été présentée devant la justice aujourd'hui et les 16 kilos de cocaïne seront détruits. Et la nouvelle maison de force d'Ious destinée à la réhabilitation des voleurs de zébus et des auteurs d'enlèvement dans tout Madagascar a été officiellement inaugurée. La cérémonie a été présidée par le Premier ministre Nsa Christian et le ministre de la Justice Rakotmandi Benjamin Alexis. Cette nouvelle prison peut accueillir 480 détenus. Ruth Christelle, Rakotmalal. Une infrastructure moderne, respectueuse des droits de l'homme et visant à améliorer la gestion carcérale a été construite à Ious. Elle a été officiellement inaugurée aujourd'hui par le Premier ministre Nsa Christian et le ministre de la Justice Rakotmandi Benjamin Alexis. Cette maison de force spacieuse et bien équipée dispose de plusieurs cellules, dotée d'électricité et approvisionnée en eau. Elle peut accueillir jusqu'à 480 détenus. Cette prison est spécialement conçue pour la réhabilitation des voleurs de zébus et des auteurs d'enlèvement issus de tout Madagascar. Dans son discours, le Premier ministre a souligné l'importance d'éradiquer ces actes criminels à la racine en s'attaquant à leur véritable cerveau. Cette prison est également dotée de véhicules pour assurer le transfert des détenus vers le tribunal. Lors de cette cérémonie, le ministre de la Justice a offert 2 zébus à la population locale. Partant à présent vers l'est du pays, le député élu sous la bannière de l'IRMAR, Manassou Donatang, a fait don de matériel de bureau d'une valeur de 28 millions d'ariars à la commune urbaine de Manour hier durant sa visite des nouveaux locaux de la commune. À cette occasion, il a félicité le maire pour son élection tout en affirmant que la population place tout son espoir sur lui pour un changement et pour apporter le développement dans la commune et surtout pour la gestion des nouvelles infrastructures construites par l'État. Reportage. La commune urbaine de Mahanour a bénéficié d'une nouvelle infrastructure construite par l'État à travers le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Décentralisation et de l'Aménagement du territoire. Une infrastructure de qualité qui servira de locaux administratifs pour la commune et les services publics. Hier jeudi 13 février, le député élu dans le district de Mahanour, Manassou Donatang, est venu visiter ces nouveaux locaux tout en apportant des matériels bureautiques et informatiques d'une valeur de 28 millions d'ariars pour la commune urbaine de Mahanour. Le député Manassou Donatang a affirmé que de nouveaux locaux méritent de nouveaux matériels, mais surtout pour que la population de Mahanour puisse bénéficier de services de qualité. Par ailleurs, il a rappelé au nouveau maire les travaux qui l'attendent et a affirmé qu'il apportera les doléances de la population au pouvoir exécutif. D'autres infrastructures doivent encore être construites dans cette commune, comme les marchés, les abattoirs et bien d'autres. Quant aux gymnases et aux stades, ils sont déjà opérationnels pour la population. Le député affirme également que des projets sont déjà en cours dans le cadre des financements de la SIAD, comme l'éclairage public et d'autres infrastructures de proximité pour les communes rurales dans le district de Mahanour, a promis cet élu à la population. Et toujours dans cette page sociale, le projet MIFABAB fait partie des projets mis en œuvre par le programme SANOI qui vise à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des femmes enceintes, des femmes vulnérables et des enfants de moins de 5 ans. Le projet œuvre dans la réforme des gestes nutritionnels des femmes en valorisant les produits locaux. Les résultats des 5 ans d'intervention du projet ont été présentés officiellement aujourd'hui à Nkoronjan. Reportage sur les images de Zahra Djanso. Le programme SANOI vise à améliorer les techniques de production à travers des techniques agroécologiques et durables.
Le programme est composé de 5 projets majeurs visant à une sécurité alimentaire pour les communautés de base. Parmi ces 5 projets figure le projet Mfabab qui se base sur l'amélioration des pratiques agricoles, surtout des femmes, à travers des sensibilisations et la réforme des gestes nutritionnels pour qu'elles puissent mettre en valeur les produits locaux. Ces réformes et pratiques se basent notamment sur la manière de transformer les arachides en huile, les maniocs en farine et bien d'autres selon les explications. S'il n'existe localement que les pommes de terre, il faut apprendre aux petits exploitants les bonnes manières pour apporter de la valeur ajoutée à ces pommes de terre. Le projet vise également à la pérennisation de ces actions afin que les bénéficiaires, à la fin du projet, puissent continuer avec leur acquis. Des comités de gestion et de suivi ont été également mis en place dans ce cadre, selon les explications. 14 communes sur les 3 régions bénéficiaires, à savoir Analamang, Kitas et Vaknakaraj, ont été les zones d'intervention du projet Mfabab pendant 5 ans, dont les résultats ont été présentés officiellement aujourd'hui à Nkoundjan. Dans un tout autre sujet, parlant préservation de l'environnement, 5000 jeunes plants de 5 espèces différentes ont été mis en terre aujourd'hui dans le Fuktan et Dantan Menabe, commune de Massenjai, par la grande famille du ministère des Mines ainsi que ses partenaires. Le ministre Rakut Malala Irnjen Olivier a exhorté les responsables locaux à assurer le suivi de ces arbres plantés. Reportage de Ruth Christelle, Rakut Malala. Le secteur des mines est souvent pointé du doigt comme étant à l'origine des destructions de l'environnement, notamment en raison des substances utilisées dans l'exploitation minière. Pour contredire cette perception, l'OMNIS, organisme sous tutelle du ministère des Mines, mène chaque année des actions écologiques, notamment des campagnes de reboisement en partenariat avec son ministère de tutelle. Cette année, le reboisement s'est déroulé sur un terrain du ministère de l'Environnement et du Développement durable, mis à la disposition de l'OMNIS pour une durée de 3 ans. Au total, 5000 jeunes plantes ont été plantées, comprenant des acacias, des frênes, des pins, des eucalyptus et des vondelacs. Le suivi de ces arbres sera assuré par les responsables du Fukuntan et de la commune. Le reboisement est essentiel car les arbres permettent de corriger les déséquilibres causés par les changements climatiques dont nous ressentons déjà les effets. Le ministre des Mines, Rakut Malala Irnjen Olivier, encourage tout un chacun à planter des arbres et à préserver l'environnement. Il ne faut pas seulement planter des arbres dans des sites dédiés, mais aussi chez soi. Planter des arbres fruitiers, par exemple, est une excellente initiative. L'objectif est de reverdir Madagascar afin de réduire les coupures d'électricité et les pénuries d'eau, en accord avec le thème du reboisement de cette année, Al Antkunengouf Sonran, autrement dit, les forêts garantes de l'eau et de l'énergie. Dans l'actualité sportive de ce soir, les résultats des inspections pour l'homologation du stade Barriam à Masn effectuées par les techniciens de la CAF et de la FIFA devraient être connus avant le dimanche 16 février. Les fans de football espèrent l'homologation du stade pour que ce dernier puisse accueillir à nouveau des matchs internationaux. Fenera Kotorsoul nous en dit plus. Les résultats de l'inspection menée par 2 techniciens de la CAF aux Confédérations africaines de football et de la FIFA aux Fédérations internationales de football seront connus au plus tard dimanche 16 février. Ils devraient être publiés par la CAF un mois avant les 5e et 6e journées de la Coupe du Monde 2026, c'est-à-dire avant l'annonce de la liste des stades pour ces matchs. Lors de leur inspection du stade Barriam à Masn hier, les techniciens de la CAF et de la FIFA ont rencontré les responsables de la présidence de la République, le ministre de la Jeunesse et des Sports et le président de la FMF. Ce dernier a annoncé que la fédération prépare déjà les rencontres contre l'Afrique centrale et le Ghana en mars, dans le cadre des 5e et 6e journées de la qualification pour la Coupe du Monde 2026. Rappelant que Madagascar occupe actuellement la 3e place de son groupe. Et dans les actualités internationales de ce soir, les corps des 14 soldats sud-africains déployés en RD Congo dans le cadre de la SADC seront rapatriés en Afrique du Sud hier. Pendant ce temps, la situation dans l'est du pays continue de susciter l'inquiétude des Sud-Africains au Parlement. Le maintien des troupes sur ce front fait actuellement débat. France 24.
Lors de l'ouverture du Parlement le 6 février dernier, le président Cyril Ramaphosa avait assuré qu'il continuerait à défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Eh bien depuis, les parlementaires en débattent. Ils savent qu'il y a 3000 soldats sud-africains sur le sol congolais répartis entre les forces des Nations Unies et celles de la SADC. Mais justement, quel mandat pour cette force? C'est la question que se posent beaucoup de parlementaires sud-africains. Est-ce que ça doit rester une force de maintien de la paix au regard de ce qui se passe dans le Kivu? Et puis surtout, beaucoup sont inquiets. Ils craignent que le conflit s'enlise et que les Sud-Africains n'aient pas suffisamment d'équipement. La réalité est que nos soldats se battent contre un ennemi qui a des meilleures armes, de meilleurs moyens et des services de renseignement supérieurs. Alors que les équipements des rebelles sont au top de la technologie, nos soldats sont envoyés au combat sans drone, sans avions de combat et sans équipement militaire d'urgence. Beaucoup d'observateurs affirment qu'il y a des vols entre la base militaire de Pretoria et la ville congolaise de Lubumbashi. On estime qu'entre 400 et 800 soldats auraient fait le voyage avec du matériel militaire. Personne ne sait si c'est un renforcement des troupes ou une simple relève. Le ministère de la Défense se refuse à faire tout commentaire, mais s'apprête à accueillir les dépouilles des 14 soldats morts au Congo. Demain, ces dépouilles reviennent de Kampala, en Ouganda, et c'est aussi demain la fin d'une semaine de deuil national en leur honneur. Et le Hamas s'est dit prêt à appliquer l'accord de trêve avec Israël dans la bande de Gaza et libérer des otages selon le calendrier prévu, laissant présager un nouvel échange d'otages contre des prisonniers palestiniens samedi après plusieurs jours d'incertitude. France 24. Ils sont plusieurs centaines à s'être déplacés dans les rues de Tel Aviv. Drapeau israélien à la main, ils sont venus voir Ohad Ben-Ami, un des 3 otages libérés samedi par le Hamas. Après plusieurs jours d'hospitalisation, il est rentré chez lui ce jeudi. C'est un jour très émouvant et heureux parce qu'Ohad est de retour chez lui. Mais nous ne devons pas oublier qu'il y a tant de personnes qui ne sont toujours pas rentrées chez elles et nous devons les soutenir et faire tout ce qui est en notre pouvoir pour soutenir notre gouvernement afin qu'il franchisse la prochaine étape pour respecter l'accord. Après plusieurs jours d'incertitude, l'espoir renaît. Ce jeudi, le Hamas a déclaré vouloir libérer les otages selon le calendrier prévu, à savoir samedi 15 février. 3 jours plus tôt, la branche armée de l'organisation palestinienne avait annoncé reporter jusqu'à nouvel ordre ce processus de libération en accusant Israël de manquer à ses engagements. Ce jeudi, l'État hébreu s'est montré inflexible. Il y a un cadre en place pour la libération de nos otages. Il y a des repères importants, il y a des étapes importantes dans ce cadre. Ce cadre indique clairement que 3 otages vivants doivent être libérés par les terroristes du Hamas samedi. Donc si ces 3 otages ne sont pas libérés, si le Hamas ne nous rend pas nos otages d'ici samedi midi, le cessez-le-feu prendra fin. À Gaza, les habitants retournent dans ce qui reste de leur maison, complètement détruite, et se heurtent à la réalité. Le froid, la boue, les pénuries alimentaires, l'absence d'infrastructures essentielles, le résultat de plus de 15 mois de guerre. Et voici un reportage des équipes de France 2 auprès des Ukrainiens qui attendent une implication de l'Europe pour que les négociations concernant leur pays ne se déroulent pas sans l'Ukraine. Le président américain a créé la stupeur lorsqu'il a annoncé qu'il rencontrerait Vladimir Poutine en Arabie Saoudite lors d'un échange téléphonique. Les 2 dirigeants sont convenus d'engager immédiatement des négociations pour mettre fin à la guerre en Ukraine. France 24. Un immeuble entier ravagé. Ce quartier de Kiev a été frappé par un missile russe, quelques heures seulement avant le coup de téléphone entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Maria est venue se recueillir sur les lieux du drame. Elle a perdu l'un de ses collègues lors de la frappe. Pour elle, parler de paix dans ces conditions est une provocation. Ce qui se profile pour l'Ukraine, c'est une paix injuste. On souffre tellement. Ils ne peuvent pas négocier derrière notre dos. Même émotion pour Oksana. Cette retraitée a le sentiment d'avoir été
abandonnée par les Américains. Hier, quand j'ai lu les nouvelles, j'étais bouleversée. Ça m'a empêché de dormir. Faut emmener Trump ici, faut qu'il voie ça. Qu'il soit là pendant les alertes et les bombardements. Une colère partagée par les soldats. Hello. Comment allez-vous? Bonsoir. Nous avons contacté l'un des militaires que nous suivons depuis le début de la guerre. Selon lui, cette discussion entre le président américain et le président russe a provoqué une vague d'émotions sur le front. Je pense que ce type de discours, c'est démotivant, alors qu'on a déjà de nombreux jeunes qui refusent de prendre les armes parce qu'ils ont le sentiment que l'Ukraine ne reçoit pas assez de soutien de la part des pays alliés. Sur la place Maïdan à Kiev, là où sont plantés des milliers de drapeaux en hommage aux hommes morts au combat, les Ukrainiens ont peur que leur pays soit exclu des négociations. J'espère juste que tous les hommes qui se sont sacrifiés pour notre pays ne sont pas morts pour rien. On veut une paix juste. Je ne veux pas que l'Ukraine soit livrée à la Russie. Volodymyr Zelensky hausse le ton et rappelle aux Américains qu'avant de discuter avec Vladimir Poutine, l'Ukraine, les États-Unis et l'Europe devront être capables de parler d'une seule et même voix. Tous les Ukrainiens que nous avons rencontrés nous ont lancé le même message. Ils demandent à l'Europe de s'investir, de s'impliquer pour que les négociations concernant l'Ukraine ne se déroulent pas sans l'Ukraine. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne suite de programme sur Viva. Dans quelques instants, vous allez suivre l'émission Data. Sur ce, très bonne soirée à tous. Au revoir.